Bonjour, jeu de rôle aujourd'hui, compte rendu de partie de jeu de rôle plus précisément, oui ça fait quelque temps, avec un premier compte rendu consacré à Barbarians of Lemuria et plus précisément ici au scénario intitulé Mariage amer. Ce scénario est dû à Andrea Salvatore et il figure dans le supplément Chronique lémurienne, page 58 à 75. Alors voici aujourd'hui la première séance. Je suppose qu'une seconde suffira pour achever ce scénario, après quoi j'en tenterai bien quelques autres. Bon, on verra. L'illustration que j'utilise pour l'article comme pour cette vidéo provient de ce scénario, page 59, et elle est due forcément à Emmanuel Roudier. Note au passage, contrairement à mes précédents comptes rendus de partie, celui-ci ne sera pas illustré au-delà, pour la simple raison que la quasi-totalité du matériel iconographique que j'ai employé pour cette partie sur Roll20 provient de Barbarians of Lemuria et de Chroniques lémuriennes, et très peu de tout cela a été mis en ligne par l'éditeur, contrairement par exemple aux aides de jeu de l'appel de Cthulhu dans les scénarios au-delà des limites et étoiles brûlantes que j'avais complétés avec des photos trouvées ça et là sur le web. Je suppose que piller les illustrations d'Emmanuel Roudier et les mettre en ligne sans plus de précaution ne rendrait service ni à l'artiste ni à l'éditeur, alors on va faire dans le sobre. Bref, achetez ces deux bouquins, ils font de toute façon plus que le mériter. Oh, et petite note au passage, j'ai modifié les noms de deux personnages. Jill Sendak devient ici Dil Sendak et Eormo devient Orom. Vous trouverez également, dans un autre lien que je vous donnerai sur l'article et sur la vidéo, l'enregistrement brut de cette première séance de jeu. Alors je suppose qu'on pourrait dire actual play, mais bon voilà. Quoi qu'il en soit, pour ce scénario, il y avait 5 joueurs qui incarnaient Liu Junmi, un Gatai d'ascendance Sachilu, Barbare 0, Mercenaire 1, Dresseur 1, Gladiateur 2, Mirkan, qui est originaire de Tyrus, Gamin des rues 1, Chasseur 2, Forgeron 0, Soldat Archer 1, Narjeva, qui est originaire d'Urseb, Esclave 0, Courtisane 1, Assassin 2, Prêtresse de Némeret 1, Népule Comrax, originaire de Zalut, Scribe 2, Alchimiste 3, Marchand 0, Médecin 1, et enfin Redhard Finken de Barsoul, Docker 0, Matelot 1, Mercenaire 3, Marchand 0. Satarla, le joyau de Lémurie. Pour diverses raisons, les personnages se trouvent dans la magnifique villa de la noble et richissime famille Sendak, sur les hauteurs de la prestigieuse et arrogante cité, à l'occasion du mariage entre la belle Dil Sendak et le richissime également, mais tout à fait parvenu, Tourmar Latia, dont la fortune tient au commerce de Bubelus, et qui est particulièrement ravi de recourir à ce moyen pour tenter d'effacer un peu sa roture de vendeur de bidoches. Narjeva, vêtue ou dévêtue de ses atours de courtisane, a trouvé le moyen de figurer à la dernière minute sur la liste des invités. C'est qu'elle a un contrat portant sur le témoin du marié. Liu Junmi a été engagé par Tourmar Latia au titre des divertissements. Il assure un spectacle de fauconnerie avec ses Yichi nommés Gutai et Ba. Ce dernier, hélas, est un peu boudeur et récalcitrant aujourd'hui. Pas assez rebelle toutefois pour que les spectateurs le remarquent vraiment. Le Gatai avait déjà croisé Redhard Finkan par le passé quand ils officiaient tous deux en tant que mercenaires dans la compagnie de l'écaille de bronze. C'est aussi le cas de Mirkan que l'ex-marin a pour le coup recruté via sa propre compagnie mal assise pour assurer à ses côtés la protection rapprochée de quelques riches invités, un bourgeois de Parsoul désireux d'étaler sa fortune dans la meilleure société de Satarla. Népule Comrax, quant à lui, qui a pu avoir recours au service de Redhart par le passé, est venu à la requête d'un bon client désireux de refaire ses stocks d'Isan, une drogue dont l'alchimiste de sa lutte est son unique pourvoyeur. En temps normal, Népule n'aurait pas effectué le déplacement, mais il a bien voulu prendre en compte l'agenda chargé de ce client. Après tout, aujourd'hui, il se marie. Conformément aux traditions, la mariée attend sur la plus haute terrasse en compagnie d'un prêtre de Lilandra que son époux la rejoigne. Le cortège de Tourmarlatia, justement, vient de passer les portes de la villa Sandak et doit maintenant gravir les resplendissants escaliers de marbre disséminés sur les flancs de la colline qui le conduiront à sa promise afin de sceller définitivement leur union. Le temps est magnifique. Aussi, quand une ombre passe soudain, tout le monde tourne instinctivement les yeux vers le ciel. Une nef volante, la plus singulière machine de guerre de l'armée de Satarla, celle qui ne manque pas de susciter les regards ébahis en même temps qu'admiratifs des étrangers, surplombe alors la terrasse où se trouve la mariée, et une corde en descend, que Dilsandak saisit aussitôt, commençant à grimper. La mariée jouerait littéralement la fille de l'air? Tout le monde est stupéfait, le marié au premier chef, et la panique s'empare de certains des convives.
Redart, très professionnel, assure la sécurité de son client, tandis que Mirkan, aux yeux perçants, cherche à voir qui se trouve au bord de la nef, craignant notamment qu'un archer ne s'y cache prêt à faire feu. Mais il n'y voit qu'un seul homme, aux traits indistincts mais à la carrure musculeuse, aux commandes de l'appareil. En bas de la colline, passé la stupéfaction initiale, Tourmarlatia, furieux ainsi que son témoin, se précipite pour gravir les bien trop longs escaliers conduisant au sommet de la colline. Narjeva, surprise par la tournure des événements, supposant qu'elle pourrait en tirer profit, se lance à leur suite au milieu d'autres membres du cortège. Redart, Ouspi, Mirkan, c'est une occasion à saisir, et tous deux gagnent l'escalier conduisant à la terrasse. La nef reste stable le temps que Dilsendak grimpe à la corde, ils ont peut-être encore le temps de suivre la donzelle. Hélas, au sommet de l'escalier donnant sur la terrasse, trois gardes obtus, conscients de ce qui se passe quelque chose d'anormal, mais guère portés à prendre des initiatives, s'en tiennent à leurs ordres. Nul ne doit monter sur la terrasse, sinon le marié. Redart émet un soupir de lassitude et fonce pour écarter ces abrutis de son passage. Il les fait voler sans plus y prêter d'attention, ce qui facilite la tâche à Mirkan, mais aussi à Liu Junmi, qui s'est décidé à suivre son vieil ami. Cependant, quand les mercenaires arrivent sur le grand balcon, la mariée a presque atteint la nef, et le bruit des rotors laisse supposer que celle-ci ne va plus tarder à s'éloigner. L'acte est désespéré, mais Redart se précipite dans l'espoir de saisir la corde au dernier instant, et échoue. Perdant son équilibre, il chute de 2 mètres, mais il a connu bien pire quand il apprenait le rude métier de matelot. Quoi qu'il en soit, la nef s'éloigne à toute vitesse, la mariée à bord, et nul ne peut rien y faire. Peu après, mais de toute façon bien trop tard, Tourmarlatia arrive enfin au sommet de la colline. Il est furieux autant que stupéfait. Mais que s'est-il passé? Dans sa rage, il s'en prend vertement aux parents Sendak, qui lui retournent l'impolitesse. Ils se rendent mutuellement responsables de ce qui s'est produit. Puis le marié trahi laisse là sa supposée belle famille et, tonitruant, lance à la cantonade: Je veux la retrouver. Le poids de Dil en gemme, à qui me la ramènera? Et tous les convives savent qu'une fortune pareille est dans les moyens du riche commerçant. Redart en oublie aussitôt ses bosses et se précipite pour offrir ses services. N'oubliant pas de mettre en avant que de sa propre initiative, il a tout fait pour attraper la fiancée volage. Mirkan et Liu Junmi ne tardent guère à le rejoindre. Nepe lui-même songe que pareille fortune lui rendrait bien des services dans ses recherches. Le témoin que Narjeva n'espère plus abattre dans ces conditions tente de raisonner son ami. Comment rattraper une nef volante? Ils ne savent pas où elle se rend et elle a déjà disparu de leurs yeux. Ces engins sont très rapides. Rien ne peut rivaliser de vitesse avec ces merveilles techniques. Tourmarlatia ne peut rien y répondre, mais il n'en renouvelle pas moins son offre. Mirka n'avance que si on leur fournissait des chevaux. Des chevaux ne vous serviront à rien, lui répond-on. Un jeune homme qui fend la foule et qui arbore l'uniforme rutilant des pilotes de nef. Nombreux sont ceux qui reconnaissent Kalaman Sendak, le frère aîné de Dil. Ils ne peuvent espérer rattraper cette nef qu'à l'aide d'une autre nef, et il a déjà envoyé un messager pour qu'on en affrète une, qui devrait arriver d'ici 1 heure environ. 1 heure de trop, mais impossible de faire mieux. Kalaman offre de la piloter et de convoyer les mercenaires qui se sont proposés pour retrouver Dil. Mais le témoin du genre contrariant relève qu'ils ne savent pas où la nef se rend et qu'elle a déjà disparu. Cependant, Kalaman, dont les traits se figent, dit qu'il a son idée quant à cette destination. Il suspecte le ravisseur d'être un jeune pilote de nef du nom de Rome, un sauvage, un miti de la jungle de Kosh, mais un très bon soldat, récompensé pour sa bravoure par l'intégration au prestigieux corps des pilotes de nef. Mais il n'en dira pas plus en public quant aux raisons qui fondent sa suspicion. D'une main sur l'épaule, assez autoritaire, il invite Tourmarlatia à se retirer avec lui à l'intérieur des murs et les mercenaires à les suivre. L'appât du gain a fini par décider Nepel à intégrer la compagnie. Il connaît Tourmarlatia aussi bien que Red Heart, qui ne font pas de difficultés, bien au contraire. Narjeva, sur une intuition, s'avance à son tour. Kalaman la regarde d'un œil hautain mais ne dit rien, et Tourmarlatia non plus. D'une manière ou d'une autre, la courtisane inspire le respect et dissuade tout refus. À l'intérieur, dans le petit salon où les personnages s'isolent, le pilote de nef explique qu'il a eu le malheur, en des occasions mondaines liées au prestige du corps des pilotes de nef, de présenter le prometteur Orum qu'il appréciait à sa sœur Dil. L'idée d'une romance entre la noble jeune fille et le pilote de la plus basse extraction était tellement grotesque qu'elle ne lui était jamais venue à l'esprit. Pourtant, il avait cru raisonner sa sœur à ce sujet, mais doit constater son échec. Il ne fait aucun doute que c'est Orum qui a enlevé Dil, car c'est le mot que tout le monde emploie dès lors, faisant peu de cas de la complicité évidente de la jeune fille. Et sa destination plus que probable est le village natal de Rome, celui de la tribu des Miti, à l'orée de la jungle de Kush, et au bord du fleuve Oum.
La recrue, à la moindre occasion, ne manquait jamais de le mentionner, les métiers, à l'en croire, reviennent toujours au village d'une manière ou d'une autre, et tout particulièrement pour se marier. Les rites de la tribu ne reconnaissent que les mariages accomplis dans leur forme. Il faut ramener d'île avant qu'elle commette cette folie. La situation a bien quelque chose de cocasse qui ne manque pas de faire sourire Myrkad, et Redart qui pense chuchoter mais parle un peu trop fort sans s'en rendre compte du fait de son oreille coupée, jase avec lui sur la fille d'Orten à Parsoul. C'était une histoire un peu comme ça, et elle devait se marier avec un bourge là, mais elle est partie avec un autre gars, et du coup il n'y a pas eu la dot, et tout le monde le regarde, Tormar Latia et Kalaman Sendak en fulminant. Le pilote de nef interrompt les ragots malvenus. Ils ont un peu moins d'une heure pour se préparer. Ils n'ont pas de temps à perdre. Redart, Myrkan et Liu Junmi sont toujours prêts, mais le mercenaire de Parsoul sait très bien qu'accepter la mission de Tourmar Alatia implique de rompre son contrat avec son précédent client. Celui-ci ne fait pourtant pas de difficulté, d'autant que Redart sait judicieusement mettre en avant que sa générosité lui attirera les bonnes grâces aussi bien des Sendak que du maître du commerce du Blibalus. Népule Comax, de son côté, se rend prestement chez lui, non loin, pour préparer un peu d'équipement. Narjeva fait de même, laisse un message pour son employeur, elle part suivre des informations intéressantes, et quand elle revient dans sa tenue de combat aux antipodes de ses atours de courtisane, elle suscite des regards interloqués et un peu inquiets. La nef arrive enfin, et tout le monde monte à bord. Kalaman Sendak est au poste de pilotage, et comme c'est toujours le cas normalement, deux assistants sont également à bord, qui se démènent pour exécuter les ordres de leur chef. La nef part dans la direction du nord-est. Elle file dans le ciel à une vitesse inouïe, à quelque chose comme 100 mètres d'altitude. L'expérience est hors norme, grisante, mais aussi un peu déstabilisante. Des héros, seul Redart se montre pleinement à l'aise. Son expérience de marin l'aide beaucoup et de bons souvenirs d'antan lui reviennent. Il sourit à pleines dents. En attendant de rattraper éventuellement la nef de Rome, le groupe n'en profite pas moins pour faire connaissance. Plus ou moins. Pour Myrkan, l'alchimiste de Zalut, Kenepul Comrax, a forcément quelque chose d'un sorcier et donc de suspect, et ce dernier perçoit bien son hostilité latente, aussi se fait-il discret. Redart, contenant difficilement son excitation, finit cependant par se calmer et inviter les autres à une partie de cartes pour tuer le temps. Karaman Sendak et ses assistants ne lui prêtent pas la moindre attention, ils sont trop occupés à piloter la nef volante, mais Népule opine du chef, tout en guettant les réactions de Narjeva, qui s'est pour l'heure tenue à l'écart. Elle semble attendre quelque chose, ce en quoi elle est d'une disposition d'esprit assez proche de l'alchimiste. Ils se connaissent vaguement, mais ne cherche pas à briser la glace. Redart ne la laisse cependant pas en paix, et Grillard, l'ancien marin de Parsoul, multiplie les allusions lourdingues sur les femmes interdites à bord des bateaux et sur le physique attrayant de la charmante donzelle. Narjeva dégaine aussitôt sa dague et l'appuie contre le ventre de Redart, qui l'incite à se calmer mais sans avoir l'air véritablement inquiet, à la différence notamment des assistants de Kalaman Sendak, qui n'en reviennent pas de la scène qui se joue sous leurs yeux. Le mercenaire, en fait, en rajoute sur ses exploits sentimentaux passés, et la prêtresse de Néméret en conclut bien vite qu'il ne vaut pas la peine qu'on s'énerve et le laisse assez ricanement lourdeau. Il vole depuis déjà plusieurs heures et le ciel s'assombrit, pas seulement parce que le crépuscule approche, de gros nuages noirs se forment, présagent d'un violent orage, et c'est une évidence pour tout le monde, et le passé de marin de Redart lui fait prendre conscience de ce que la situation a de dangereux. Les assistants de Kalaman Sendak cherchent d'ailleurs à raisonner le pilote, il faut qu'il se pose, mais ce dernier refuse, il doit rattraper au Rhum. Et bientôt il désigne un point à une centaine de mètres en avant, au milieu des éclairs qui commencent à zébrer le ciel. C'est la nef volante, aucun doute, ils l'ont presque rattrapé. Le kidnappeur de Dilsendak étant seul aux commandes d'un appareil conçu pour un équipage de 3 personnes, il n'est au fond pas surprenant que la nef des PJ ait pu le rejoindre en définitive, même en partant avec 1 heure de retard. Mais serait-il seulement possible d'aborder la nef en plein vol? Liu Junmi se le demande, mais manque des références pour en décider. Népule comme Rax, lui, bénéficie de son savoir d'alchimiste. Il a une idée de comment fonctionnent ces machines. La manœuvre d'abordage lui paraît très complexe et probablement inouïe, puisqu'aucun rival de Satarla ne dispose de ces appareils, la guerre dans le ciel demeure hypothétique, mais envisageable, et c'est bien pour ça que la nef a un éperon qui ne lui a sans doute jamais servi, ainsi qu'une arbalète lourde à la proue. Le savoir théorique de Népule, combiné avec l'expérience pratique de marin de Redart, pourrait en faire des assistants utiles aux manœuvres de la nef. Mais Kalaman Sendak ne leur prête pas la moindre attention, pas plus qu'à ses assistants maintenant terrifiés et qu'il intime avec toujours plus de trémolo dans la voix de se poser d'urgence.
Red ne cherche pas davantage à raisonner le pilote. Il hurle à ses camarades dans le tonnerre, le vent et la pluie, tandis que la nef ballottée par les éléments tangue de plus en plus dangereusement, de s'attacher avec les cordages pour éviter de passer par-dessus bord, et suppose-t-il se prémunir contre le choc d'un atterrissage en catastrophe. C'est un bon réflexe, mais la nef n'est pas un bateau et la tâche n'est pas si aisée. Mais la pertinence de cette manœuvre apparaît évidente quand un des assistants, entraîné par la sorte de houle qui malmène le vaisseau, bascule dans le vide, pour aller s'écraser quelques cent mètres plus bas. Nepulcombrax reste stoïque, mais s'attache avec soin et intime aux autres de suivre l'exemple de Red Heart. L'assistant restant les aide à s'encorder, la panique dans les yeux. Mais quelques minutes plus tard, ce qui devait arriver arrive, et un éclair frappe la nef en plein vol. Les passagers n'en sont pas immédiatement blessés, mais le véhicule volant est endommagé, ses commandes ne répondent plus, et il pique vers le sol à une vitesse impressionnante. Kalaman Sendak essaie désespérément de redresser la nef, mais c'est peine perdue. L'appareil s'écrase au sol, et les personnages s'évanouissent à l'impact. Mais ils se réveillent enfin. Quelques heures plus tard, l'aube semble pointer, ils ont dû passer une nuit entière dans l'inconscience. Quoi qu'il en soit, au réveil, c'est d'abord la douleur qui s'empare d'eux. Red Heart est celui qui a le plus souffert à l'atterrissage, même si sans rien de véritablement cassé, puis le bien plus frêle Népule. Les autres s'en sont bien sortis, même si avec leur comptant de bleus et de bosses. L'alchimiste prise une dose d'isane pour gérer aussi bien la douleur que le manque, et constate avec un soupir de soulagement que son matériel n'a pas excessivement souffert à l'atterrissage en catastrophe, ce qui vaut également pour les possessions des autres. Ils ont eu une chance extraordinaire d'avoir survécu. Narjeva est bien de cet avis, elle est celle qui s'en est le mieux sortie et y voit la marque de la bénédiction ambiguë de Néméret, auquel elle adresse des prières de remerciement. Mirkan se met en quête de Kalaman Sendak et de l'assistant qui ne sont pas à proximité immédiate et ne répondent pas à ses appels. Mais les débris épars de la nef volante couvrent un périmètre assez large. Le chasseur, accompagné de Liu Junmi, finit par retrouver le cadavre de l'assistant, écrasé sous un débris de la nef volante. Plus loin, il découvre Kalaman Sendak empalé sur les pistons de pilotage de son appareil. Où sont-ils? Nepulcombrax se souvient de leur destination, le village anonyme des Miti à l'orée de la jungle de Kush, non loin du fleuve Oum, dans les 200 à 300 km au nord de la ville d'Omis. Mais le paysage alentour n'a rien à voir avec la jungle. Pour l'alchimiste, à l'évidence, ils ont dérivé à l'est dans les plaines de Clar. Tout autour d'eux, à perte de vue, c'est un environnement plat et extrêmement monotone, sans la moindre aspérité au-delà de petits amas de rochers çà et là, sans plus de végétation qu'une herbe rase. Les plaines de Clar sont immenses, ils pourraient être très très loin de leur objectif. Mais l'alchimiste finit par conclure de ses observations qu'ils doivent se trouver à quelque chose comme 2 bonnes journées de marche du village des Miti. Dans tous les cas, les repères manquants, il ne fait guère de doute, notamment pour Red Heart qui en profite pour tanner ses compagnons de réminiscences toujours aussi malvenus, qu'ils doivent par principe partir dans la direction de l'ouest pour gagner le fleuve Oum, qui les éclairera davantage sur leur situation. Narjeva rôde autour des cadavres. Elle ramasse l'arbalète du pilote qui ne lui servira plus à rien et la confie à Mirkan. Il y a aussi l'épée du pilote de nef, brisée à l'impact. Red Heart avance que les Sendak apprécieraient sans doute de récupérer au moins la garde de cette arme qui a tout d'un héritage familial. Sans doute apprécieraient-ils aussi de retrouver la dépouille de leur héritier, si Népule est en mesure de relever l'endroit précis où il se trouve. Mais il faut aussi protéger les cadavres contre les charognards. La meilleure solution est probablement de faire une sorte de cairn avec les petits rochers alentours, et il s'attelle à la tâche. La prêtresse de Néméret exécute d'elle-même un semblant de rite, guère démonstratif, mais qui n'en révèle pas moins ainsi une de ces dimensions qui avait probablement échappé jusqu'alors à ses compagnons. Liu Junmi, pendant ce temps, confectionne à l'aide des débris de la nef une sorte de civière qu'ils pourront tirer pour transporter un peu de matériel, de vivres, etc. Népule, enfin, propose ses services de médecin à ses compagnons. Il est compétent dans sa partie et les personnages se remettront vite de leurs blessures, même si cela impliquera du repos et des soins plus attentifs quand ils dresseront le camp dans la soirée. Cela vaut pour tous, sauf Mirkan. Pas question de laisser ce sorcier de Zalut faire sa magie sur lui. Népule n'insiste pas, libre à l'archer de Tyrus de conserver ses afflictions. Le soleil s'est levé et il est bien temps de prendre la route vers l'ouest. Le groupe progresse bien. De manière plus ou moins informelle, le chasseur Mirkan a pris la tête de la bande, habitué qu'il est à ce genre de longue marche, et les sens aux aguets. Il est appuyé par Liu Junmi, le barbare et le dresseur, accordant une importance particulière aux animaux qu'il pourrait rencontrer. Et justement, après environ 6 heures de marche, ils entendent relativement proche
le cri d'un animal devant eux. Le gataï sait l'identifier. Il s'agit d'un Elasmotherium, une sorte de rhinocéros laineux à la corne particulièrement longue, dans les 1,80 m. Le dresseur suppose qu'il s'agit d'un spécimen plutôt jeune, mais son cri laisse entendre une forme de panique ou de souffrance. Les Elasmotheriums ne sont normalement pas des animaux agressifs, mais celui-ci n'a pas l'air bien disposé. Et ces créatures de bonne taille, 6 mètres de long pour 4 mètres au garrot tout de même, peuvent se montrer dangereuses si, pour quelque raison, elles chargent. Pour l'heure, les personnages ne modifient pas leur route, et bientôt ils voient l'animal qu'ils entendaient depuis quelque temps, le son portant loin sur les plaines. Il s'agit bien d'un jeune Elasmotherium et solitaire. Liu Junmi suppose qu'il s'agit d'un petit abandonné par sa mère, d'une manière ou d'une autre, ce qui ne le rassure pas. Ce sont typiquement les circonstances dans lesquelles ces animaux peuvent se montrer agressifs, du fait de la panique. Liu Junmi va tenter de le faire fuir, avec Mirkan et Redheart pas très loin derrière, flèches ou carreaux encochés. Népul comme Rax reste en arrière, une pauvre dague en main, et Narjeva est bien obligé de récupérer, à la requête insistante du mercenaire, son arc court, tandis que lui-même emprunte l'arbalète trouvée sur le cadavre de Kalaman Sendak. La prêtresse de Némeret est une fille de la ville, guère à l'aise dans cet environnement propice à l'agoraphobie, et a du mal à le dissimuler. Le gataï s'avance prudemment, mais rate totalement sa tentative pour gérer les réactions de l'animal. Sans plus attendre, l'Elasmotherium le charge. Et la préparation des personnages ne les aide pas plus que cela. Sans doute ne s'attendait-il pas, en définitive, à ce que l'animal impressionnant réagisse aussitôt de la sorte, et à ce qu'il fonce à cette vitesse. En fait, le seul Mirkan, avec son expérience de chasseur, se trouve en mesure de tirer sur la bête avant qu'elle ne constitue vraiment une menace pour lui ou pour son camarade dresseur. L'archer vise la gueule de l'animal en train de hurler, espérant outrepasser sa protection naturelle, un cuir de toute évidence épais. La flèche atteint sa cible, mais si l'Elasmotherium est affecté, il n'en est que plus furieux. Liu Junmi profite du bref instant durant lequel la créature a imperceptiblement interrompu sa charge pour sortir de son passage. Narjeva, désemparé, ne parvient pas à faire grand-chose à la créature, mais Redheart se montre beaucoup plus efficace. L'Elasmotherium souffre, mais demeure une menace à prendre au sérieux. Népul, enfin, ne saurait espérer faire quoi que ce soit avec ses dagues, et prend un peu de champ. Mirkan vise maintenant l'œil de l'animal enragé, et touche. La douleur incite l'animal à retourner sa charge contre l'archer, qui parvient cependant, d'un pas de côté, à éviter l'impressionnante corne de la créature. Redheart rate cependant la cible, Narjeva de même, et Népul veut lancer son bâton pour attirer l'attention de l'Elasmotherium, mais sa frêle carrure n'en fait pas exactement un champion de javelot, et la manœuvre n'a absolument aucun effet. Liu Junmi, désormais délaissé par la bête, vole au secours de Mirkan, lequel est maintenant juste à côté de l'Elasmotherium. Il lui décoche une flèche à bout portant, et la créature enragée est peu ou prou à l'agonie, aussi rate-t-elle son coup de corde contre l'archer. Le fouet de Liu Junmi n'est pas l'arme la plus appropriée, mais en cinglant sur une des blessures de l'animal, il le déconcentre un peu plus. Redheart essaye d'achever la bête d'une ultime flèche, mais n'inflige aucun dégât. Narjeva rate, et Népul peut enfin jeter sa dague sans le moindre effet. Mirkan tire une dernière flèche à bout portant, il achève l'Elasmotherium qui s'effondre juste devant lui. L'archer de Tyrus est en mesure de récupérer ses flèches, Redheart et Narjeva en sont par contre incapables, leurs traits se sont systématiquement brisés à l'impact. Népul prélève des échantillons de la corne de l'Elasmotherium, ce qui lui sera utile pour ses travaux alchimiques. Mirkan et Liu Junmi, quant à eux, s'occupent de récupérer les bons morceaux de l'animal pour les manger plus tard. Ils reprennent leur marche sans faire d'autres rencontres et dressent le camp à la tombée de la nuit. Redheart aimerait confectionner un feu émettant aussi peu de lumière que possible, il a vu des compagnons mercenaires le faire, mais c'est compliqué. Cela dit, la nuit se passe sans autre difficulté, et au matin, les bons soins de Népul ont bénéficié à tous, sauf, bien sûr, à Mirkan. Au petit matin, les personnages se remettent à progresser vers l'ouest, espérant gagner les rives du fleuve Oum avant la nuit, sans grande certitude toutefois. Ils arpentent les étendues désolées des plaines de Clar, n'y rencontrant jamais personne. En fin d'après-midi, toutefois, les plus perceptifs ont soudain le sentiment que le sol tremble, et ceux qui ont eu l'expérience des plaines de Clar se doutent de ce dont il s'agit. À l'horizon, un très gros nuage de poussière flotte au niveau du sol, sur des dizaines voire des centaines de mètres. Il s'agit probablement d'un immense troupeau de bubalus, comprenant des centaines de têtes. Ces animaux sont paisibles et n'attaquent pas de manière générale, mais pareil troupeau représente cependant un danger, car les personnages risquent de se faire piétiner par des milliers de sabots. Il serait vain de vouloir échapper au troupeau en le contournant, et il est beaucoup trop large pour cela. Par chance, quand les personnages un brin paniqués balayent les environs en quête d'un abri, ils en trouvent un.
Il y a à quelque distance comme un monticule rocheux d'une dizaine de mètres de haut peut-être, incongru dans les étendues systématiquement plates et désertiques des plaines de Clar. À condition de s'y rendre aussitôt, ils pourront grimper dessus et attendre calmement que le troupeau de Bubalus passe autour d'eux. À mesure qu'ils s'en approchent, les personnages constatent que le monticule est clairement de facture artificielle. Il s'agit en fait d'un cube de 8 mètres d'arête environ, et sur un des côtés, un escalier de pierre permet d'atteindre le sommet. Népule comme Rax croit savoir ce dont il s'agit. Une construction des Céruléens, à visée cérémonielle. Rien à craindre a priori. Les personnages montent sur le vestige des nomades bleus et découvrent que 3 d'entre ces derniers s'y trouvent assis devant une structure triangulaire dans laquelle est allongé un quatrième Céruléen visiblement décédé. Nébule se rappelle alors ce qu'il avait appris dans une autre vie des rites funéraires des géants qui arpentent les plaines de Clar. Des rites compliqués et surtout très longs. Ils durent 9 jours, 3 durant lesquels ceux qui veillent le défunt doivent s'abstenir de boire et de manger, 3 durant lesquels ils ne doivent pas dormir, 3 enfin durant lesquels ils ne doivent pas parler. Ceci afin d'accompagner le mort dans un autre monde où les sens ne sont plus d'aucune importance. L'alchimiste comprend qu'ils sont arrivés dans cette dernière période, car quand ils ont atteint le sommet et vu la scène, un des 3 Céruléens, le plus âgé et dont les colifichets très divers semblent indiquer qu'il exerce les fonctions de chaman, leur a fait aimablement signe, sans un mot, de s'asseoir et de se taire. L'alchimiste par signe explique à ses camarades qu'ils doivent tempérer, et le premier, il s'assied face aux morts. Tous ses camarades font alors de même, sauf Redart qui, mal à l'aise, préfère rester au niveau de l'escalier. Cet endroit visiblement sacré lui inspire une sorte de respect mêlé de crainte. Au bout de quelques minutes, le troupeau de Bubalus, bien obligé, contourne le vestige sans représenter le moins du monde une menace pour ceux qui patientent à son sommet. Il y avait bien plusieurs centaines de têtes. Leur déplacement massif paraît s'expliquer par la présence derrière le troupeau de prédateurs, des vénators plus précisément. Quoi qu'il en soit, sur le vestige, tout le monde attend sans dire un mot. Une fois que le troupeau est passé, Népule se lève pour prendre poliment congé, mais le chaman céruléen aussitôt lui fait signe de rester assis et de se taire quelque temps encore. L'alchimiste s'exécute et ses amis aussi, même si Redart au sommet de l'escalier commence à avoir des fourmis dans les jambes et à s'impatienter. Népule sait que le rite s'achève à la tombée de la nuit et déduit du geste du chaman qu'ils en sont au dernier jour. Plus que quelques heures à patienter, et sans doute le chaman souhaitera-t-il ensuite échanger quelques mots avec eux. Les personnages patientent donc jusqu'à la tombée de la nuit, ce qui est de plus en plus difficile pour Redart. Le soleil, une fois disparu au-delà de l'horizon, les 3 Céruléens se lèvent, le chaman invitant les personnages à en faire autant. Népule comprend que le silence doit être maintenu quelque temps encore, jusqu'à ce que le vestige soit à bonne distance derrière eux. Les nomades bleus marchent en effet sans un mot en direction de l'ouest, d'un pas tranquille, les héros dans leur foulée. Puis, quand ils ont laissé un bon kilomètre entre le vestige et eux, et alors qu'un campement des nomades bleus se dessine à l'horizon, abritant une vingtaine ou peut-être une trentaine d'individus, dans un soupir, ils commencent enfin à parler. Le chaman se présente en céruléen sous le nom de Toll et désigne ses compagnons comme étant Calzo et Vénic. Il remercie les humains et tout particulièrement Népule comme Rax, le seul des compagnons à maîtriser la langue céruléenne. L'alchimiste traduit à ses compagnons, même s'il se doute que Toll serait parfaitement capable de converser en lémurien. Il les remercie donc d'avoir fait preuve de respect pour leur rite funéraire, même si leur présence en ces lieux, et à cette heure, était fortuite. Il souhaite les récompenser en leur offrant le repas au campement, et ils pourront ainsi parler. De fait, au milieu de leur tente ronde, les nomades bleus sortant de ces 3 jours de séance ininterrompue se montrent assez bavards, et la gravité de la cérémonie funéraire laisse bien vite la place à une joyeuse cacophonie autour d'un banquet bien garni, les femmes, les enfants et les autres mâles de la tribu accueillant Tol, Calzo et Vénic, mais aussi les humains, avec beaucoup de bienveillance. Les Suréléens, pour autant, ne monopolisent pas la conversation des héros, même si le chaman est intarissable quant aux traditions de son peuple. Ils sont des invités et libres de leurs gestes comme de leurs paroles. La cérémonie à laquelle ils viennent d'assister incite Redart à s'interroger sur d'autres pratiques cérémonielles, celles des Miti. Népule Combrax a la même intuition, mais il ne sait quant à lui rien des Miti, un peuple très restreint, très obscur. Il se souvient cependant de Kalaman Sendak rapportant les propos de Rome, selon lesquels les Miti devaient impérativement se marier dans leur village et nulle part ailleurs, et selon des rites précis inconnus en dehors. Birkan se demande si les Céruléens ont vu passer la nef volante de Rome, et Népule traduit la question à Toll. Le vieux chaman avait entendu parler de ces engins, mais n'en avait jamais vu. Il y a environ 2 jours de cela, cependant, il en a bel et bien vu, et à assez basse altitude. Peut-être allait-il se poser un peu plus loin, à proximité du fleuve.
car les estimations de Nepuel et de Mirkan s'avèrent fondées, Loum est tout proche du campement des nomades bleus. L'alchimiste lui demande alors s'il y a un village à proximité du lieu supposé de l'atterrissage de la nef. Toll comble ses attentes au-delà de toute espérance en avançant aussitôt que dans cette région, il ne voit guère que le village des Miti. Redart lui demande alors ce qu'il sait de cette tribu. Est-elle pacifique? Il n'a pas le temps de poser une autre question que Toll éclate de rire, gentiment. Les Miti sont tout sauf pacifiques. Ils sont renommés pour leur sauvagerie. En fait, c'est précisément pour cette raison qu'il n'y a pas d'autres villages dans les environs. Mirkan se demande cependant s'il ne présenterait pas aussi un danger pour les Céruléens dans ce cas. Mais non, les Miti évitent de s'enfoncer dans les plaines de Clar, et les nomades bleus font en sorte de ne pas trop s'approcher des lisières de la jungle de Koch. Mais pour qui ne se montrerait pas aussi prudent, oui, les guerriers Miti représentent bien une menace à ne pas sous-estimer. À en croire le chaman, ces guerriers qui ont toujours à la ceinture une bourse, généralement volumineuse, contenant les dents des ennemis qu'ils ont tués, usent d'une drogue qui entretient leur agressivité. Les femmes et les enfants n'en consomment pas en revanche. Les symptômes décrits, et notamment la peau violacée des guerriers, permettent à Népule de comprendre que cette drogue doit être conçue à l'aide d'une plante très rare, mais que l'on rencontre parfois dans la jungle de Kush, et qui s'appelle la férocine. Elle porte bien son nom. Le chaman semble laisser entendre que les guerriers Miti la consomment sous la forme de liqueur. Toll perçoit bien que le sujet les intéresse, et Redart, bonhomme, déballe tout quant aux raisons de leur présence ici. C'est une destination dangereuse, mais Toll peut leur indiquer la route s'ils y tiennent. Le village des Miti, qui abrite quelque chose comme une centaine d'individus, souvent moins en fait, car des bandes de guerriers partent régulièrement en maraude pour plusieurs jours. Ce village donc n'est pas si difficile à trouver. Il se trouve certes dans la jungle, mais aux environs immédiats du fleuve Home, soit environ une demi-journée de marche pour des humains, et un grand temple est bâti juste à côté, une sorte de pyramide noire qui dépasse de la canopée, un sanctuaire interdit à tous les non-Miti. Sans qu'on ait besoin de le presser davantage, le chaman précise que les Miti ont une religion unique et qu'ils sont farouchement attachés à défendre leurs traditions. Ils seraient des adorateurs du serpent? Rien à voir avec les 20 dieux, en tout cas, si Toll ne peut pas en dire beaucoup plus à ce propos, pas plus qu'en ce qui concerne leurs rites matrimoniaux si particuliers. Quoi qu'il en soit, si les personnages comptent se rendre là-bas, il ferait bien de se préparer en conséquence. Le chaman, comme tous ceux de son peuple, est aussi et peut-être avant tout un marchand. Aussi propose-t-il à la vente des herbes médicinales ainsi que diverses potions, dans lesquelles Népule comme Rax se reconnaît à sa grande surprise des préparations alchimiques de valeur. La gourde d'eau du gouffre d'Yrdral, au-delà de son nom pompeux, est une authentique potion d'illusion de la jeunesse, et les mâles de l'équipe commencent déjà à réfléchir à un plan dans lequel la pauvre Narjeva pourrait utiliser cette préparation alchimique pour approcher le village en séduisant les guerriers. Mais la prêtresse n'est pas exactement de cet avis, outre qu'elle est déjà bien assez jeune et belle, pas besoin de cette potion, merci. Tant pis, mais Mirkan se procure volontiers quant à lui des poisons dont il pourra enduire ses pommes de flèche. Redart invite ses amis à piocher dans ses fonds, c'est son entreprise qui paye, autant ne pas regarder à la dépense avant de se jeter dans la gueule du serpent. À suivre.